Bien, donc, nous revoici dans l'étude du contrat de société. La dernière fois, on a vu, alors je le dis pour les questions que vous me posez légitimement, les fiches de travaux dirigés vous sont remises lors de la première séance. Ça commence cette semaine pour ceux qui ont les travaux dirigés. Normalement, elles sont sur l'EPI maintenant, dès le début de la semaine. Je vais, parce que j'ai un peu de mal avec l'EPI qui ne m'aime pas, je vais aussi les mettre sur mon blog, comme ça vous les aurez en un truc Google et vous les aurez directement. Voilà, de même que vous aurez mon plan de cours, comme ça on sera, vous aurez tous les documents requis. J'avais mis aussi sur mon blog, vous l'avez peut-être vu, des statuts de société, puisque comme je vous l'avais dit, on va essayer autant que possible d'aller chercher dans les statuts de vraies sociétés des illustrations à notre cours, et même plus que des illustrations, le point de départ de certaines de nos réflexions. Et du coup, j'ai mis en ligne quelques clauses des statuts. Alors, j'ai pris deux sociétés qui sont des sociétés particulièrement connues, puisque j'ai pris d'un côté Google France et de l'autre côté la société anonyme PSG. Donc voilà, je les ai prises plutôt que de prendre des sociétés plus petites ou moins connues, parce que ça permet aussi de voir comment ces grandes sociétés-là fonctionnent. Et on va voir, par exemple, pour Google France, que grande société, en réalité, c'est sans doute un mot excessif, puisque c'est une petite SARL au capital social de 7 500 €, et pourtant avec un chiffre d'affaires de quelques centaines de millions d'euros. Mais on va y comprendre du coup la différence entre apport capital social et chiffre d'affaires, et on verra que ça n'a effectivement, ça peut très bien être complètement déconnecté. Alors, on avait déjà parlé de l'importance de l'apport, donc on est dans une section première, les éléments constitutifs du contrat de société, paragraphe premier, les apports, et on a vu, on est dans le grand A toujours, sur la notion de l'apport. Voilà, grand A, la notion de l'apport. Dans ce grand A, on a vu la définition de l'apport, et on va voir un deuxième point, toujours dans ce grand A, qui est la distinction entre l'apport et le compte courant d'associé. C'est une notion importante en pratique que le compte courant d'associé. On va expliquer de quoi il s'agit. On prend justement cette fameuse société Google France, dont, je le répète, vous avez maintenant accès à quelques articles des statuts. Voilà, c'est des statuts, je n'ai trahi aucun secret en les mettant, en reprenant ces articles. Voilà, j'ai simplement investi quelques euros pour préparer mon cours, puisque ces statuts, ils sont accessibles de manière quasi publique. Je veux dire par là que si vous allez sur le site Infogreffe ou sur les sites assimilés, les greffiers des tribunaux de commerce qui tiennent le registre du commerce et des sociétés, eh bien, mettent à disposition les statuts. Il y a deux manières d'y accéder. Soit vous allez à pied chercher les statuts, vous faites la queue et on vous les remet. Je ne crois pas que ça coûte grand-chose. Enfin, ça doit coûter le prix de la photocopie. Ou l'autre possibilité, c'est de les commander. Vous recevez, ça coûte 7 ou 8 € par statut. Voilà. Bon, donc, vous pourrez me rembourser à la fin du cours. Bien. Non. Donc, vous avez les statuts de Google France. On vous dit quoi? On vous dit pour cette société que, article 6, apport, les associés ont apporté à la société, lors de sa constitution, la somme de 7 500 € en numéraire. Donc, ce n'est pas une grande société. 7 500 € pour une SARL, on le reverra, il n'y a plus de minimum légal. Ça pourrait être une société avec un capital d'1 €,
mais 7 500 €, ça correspond à l'ancien minimum légal. Jusqu'en 2003, pour faire une SARL, il y avait cette exigence d'avoir mis au moins 7 500 € d'apport. Ça correspondait en francs à 50 000 francs, parce que pendant longtemps, on demandait aux SARL d'avoir un capital d'au moins 50 000 francs. Donc, Google France a un capital de 7 500 € et on vous donne la liste des associés. Il n'y en avait que 2 à l'époque. Il y avait la société Google Incorporated et la société Google International LLC, qui est une société à responsabilité limitée. Voilà. Donc vous aviez 2 autres sociétés Google qui avaient constitué en France la société Google France. Et puis on vous explique qu'en 2004, la société Google Incorporated a cédé à la société Google International la part sociale qu'elle détenait. Donc, depuis 2004, dans le capital de la société Google France, vous n'avez plus qu'un seul associé. C'est une société unipersonnelle, c'est une EURL donc, et il y a un seul associé qui est une autre société du groupe Google, cette société Google International. Donc, c'est une société qui a un capital de 7 500 €. Ça veut dire qu'elle a reçu comme apport la somme de 7 500 €. Vous vous rappelez ce qu'on avait vu l'autre fois sur le fait que la différence entre souscrire des parts et libérer les parts. Bon, comme ça fait pas mal de temps qu'elle existe, il y avait ce délai de 5 ans pour demander ceux qui n'avaient pas encore été libérés. On peut comprendre qu'elle a aujourd'hui la pleine possession, enfin elle a reçu les 7 500 € d'apport. 7 500 € d'apport, on peut se dire que c'est pas beaucoup. Est-ce que c'est une société cotée ou une société non cotée à votre avis, Google France? Elle est non cotée, parce que déjà c'est une SARL et ça fait partie de quelle grande catégorie de sociétés qu'on a vu? Les SARL. Société, alors non, pas de droit commun dans la distinction société de personnes, société de capitaux. On avait dit que c'était plutôt des sociétés de personnes. En tous les cas, ça fait partie des sociétés fermées. Et c'est une société qui ne peut pas offrir ses titres au public. Ici, est-ce qu'elle a offert ses titres au public de toutes les manières? La réponse est non, puisqu'elle a un seul associé, cette société. Donc, Google France n'est pas une société cotée en bourse. Vous pouvez souscrire, investir dans les activités de Google par d'autres moyens, mais c'est sûr que vous n'allez pas acheter des parts Google France, enfin c'est sûr, après tout, peut-être qu'après ce cours, Google France va recevoir toute une série de lettres disant, ou de mails proposant d'investir, mais manifestement, ça n'est pas la volonté du groupe Google d'ouvrir le capital de cette société, puisque c'est une société qui a un seul associé, et c'est une autre société du groupe. On comprend pourquoi, on comprend le pouvoir que l'on garde sur une société. Si on est le seul associé, on évite d'avoir à débattre, à discuter pour prendre des décisions avec d'autres associés. Il y a d'autres associés dans le groupe, mais à d'autres niveaux du groupe. Donc, Google France, un seul associé qui prend donc toutes les décisions. Bien. Donc, on a une société capitale 7 500 €, mais on nous indique, quand on regarde la fiche sur Infogreffe ou sur les sites équivalents, en 2017, chiffre d'affaires de la société, 325 millions d'euros. Donc, on se dit, c'est intéressant puisqu'ils ont 7 500 € d'apport et avec ça, ils font un chiffre d'affaires, c'est-à-dire, pour faire simple, ils fournissent des services pour une valeur de 325 millions d'euros. Comment ils font ce miracle? Comment est-ce qu'ils peuvent fournir autant avec si peu d'apport? Oui. Alors, peut-être dispose-t-il d'un apport en industrie. Vous vous rappelez, l'apport en industrie, c'est l'apport d'une activité, mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait
des associés, et ici il n'y en a qu'un, qui fournissent cette activité. Donc, sauf à ce que Google International fournisse un apport en industrie, on n'est pas super à l'aise aussi avec l'apport en industrie fait par une personne morale, mais c'est une suggestion possible. En réalité, l'apport, c'est quoi? C'est les associés qui mettent à disposition de l'argent. Dans ma question, comment on fait pour passer de 7 500 € d'apport à 325 millions d'euros de chiffre d'affaires? Je la pose de manière volontairement un peu provocatrice, parce que ce que je veux vous faire toucher du doigt, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à voir entre ce que les associés mettent à disposition de la société et son activité. C'est sûr que si je veux fournir pour 325 millions d'euros de services, alors peut-être que les services que je fournis ne me coûtent absolument rien. Je suis peut-être une société qui fait des tableaux et qui les vend, des tableaux d'art, et qui les vend pour un prix très élevé. On n'a pas besoin d'un apport important pour faire ça, mais ça rejoint l'apport en industrie. Mais quand même, pour fournir pour 325 millions d'euros de services, il faut sans doute financer des programmeurs, je crois qu'ils ont quand même quelques centaines de salariés, des infrastructures, au minimum des ordinateurs. Où est-ce qu'on va trouver cet argent? Est-ce que c'est leurs 7 500 € d'apport initial qui constitue le financement de tout ça? S'ils ne le trouvent pas chez les associés, ils le trouvent chez qui? Oui? Chez les banques, ou effectivement auprès de leur maison mère, auprès de leur associé, mais qui va leur mettre à disposition de l'argent, mais d'une autre manière qu'en faisant un apport, et c'est-à-dire tout simplement en leur prêtant. Et c'est ça que je veux vous faire toucher du doigt, c'est le fait que la trésorerie qu'une société a à sa disposition, donc son argent, la finance tout simplement, qu'elle utilise pour son activité, soit c'est les apports des associés, soit c'est d'autres sommes, et notamment des prêts qui peuvent être faits auprès de banques ou auprès des associés. Donc c'est certain que cette petite société Google France, qui a une toute petite activité de quelques centaines de millions d'euros seulement, c'est certain que pour faire annuellement cette activité, elle ne se contente pas des 7 500 € qui lui ont été remis par les associés au départ, et qu'elle va chercher des financements, et vraisemblablement des financements importants, soit auprès des banques, soit auprès de son associé ou d'une autre société du groupe. L'apport, je le reprends parce que c'est vraiment la meilleure manière, je crois, de le comprendre, c'est les associés qui mettent de l'argent, ou on verra d'autres choses, mais ici c'est de l'argent, c'est l'apport en numérique, à disposition de la société. Et cet argent, ils reçoivent en contrepartie des parts sociales ou des actions. Et on verra qu'ils peuvent perdre cet argent. C'est ce qu'on appelle la contribution aux pertes. Si tout l'argent est dépensé et que la société n'a plus rien dans ses caisses, si on arrête l'activité de la société, elle ne peut pas rendre l'apport aux associés, mais ça fait partie du fonctionnement normal de l'apport, c'est que l'apport il est soumis à un risque, le risque de la société. L'apport, c'est ça. Distinction avec le financement par le prêt, synonyme par le crédit. Quand quelqu'un prête de l'argent, c'est plus le contrat de société du Code civil, c'est un autre contrat du Code civil qui est le contrat de prêt. Le nom exact dans le Code civil, c'est prêt de consommation. C'est pas prêt à la consommation, c'est prêt de consommation. Et la grande différence entre l'apport et le prêt, c'est que l'apporteur
court le risque de perdre son apport, le prêteur a droit au remboursement de son apport, a droit au remboursement du prêt, de la somme prêtée. C'est la grande différence entre les deux. Il y a d'autres différences que je vais évoquer avec vous, mais la grande différence, c'est le risque. Si vous êtes associé, si les affaires de la société vont mal, vous avez perdu votre apport et vous n'avez pas le droit d'être remboursé. Si en revanche, vous êtes prêteur, vous avez le droit de demander remboursement des sommes que vous avez prêtées. Pourquoi est-ce que, économiquement, ce que je viens de dire est souvent moins net? Si je suis prêteur, imaginons que vous veniez vers moi en disant « oui ». Voilà. Si la société devient insolvable et qu'elle n'a plus les moyens, elle n'a plus rien dans ses caisses, très bien, les associés ne reverront jamais leur apport, mais le banquier qui a prêté de l'argent, lui, il ne sera pas remboursé non plus. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une procédure de, entre guillemets, faillite, les termes exacts, c'est liquidation judiciaire, et la société ne va finalement rembourser personne, et le banquier aura une priorité sur le papier, mais être prioritaire sur rien du tout, ça n'est pas extrêmement intéressant. Qu'est-ce que fait le banquier en pratique pour éviter d'être prioritaire sur rien du tout? Oui, absolument, il prend des sûretés. Si demain vous lancez une société incroyable, votre start-up commence demain, vous avez besoin d'un financement, un petit financement de 50 000 €, alors c'est déjà un très gros financement, ça dépend de l'échelle. Donc pour Google, par exemple, on comprend que c'est 10 fois, ou presque, c'est plus de 10 fois leur capital, donc attention, allons-y prudemment. Bon, en tous les cas, si vous avez besoin d'un financement de 100 000 €, vous allez présenter au banquier un business plan. Donc vous allez lui présenter un document qui indique comment vous pensez que votre structure va évoluer, une étude de marché. Voilà, on veut lancer une société qui va avoir telle activité. Nos perspectives sont de devenir bénéficiaire dès le 2e exercice, par exemple. Et donc, vous expliquez au banquier que son prêt va être remboursé sans difficulté. Le banquier va dire, c'est intéressant, enfin, s'il n'y croit pas, vous n'allez pas être financé du tout, mais s'il y croit, il va dire, c'est intéressant, mais vraisemblablement, il va vous demander en plus des sûretés, donc des garanties, comme quoi? Comme un cautionnement, par exemple, c'est-à-dire qu'on va demander à vos pauvres parents de s'engager, enfin vos parents ou vos amis ou des personnes solvables qui le voudront bien, on va leur demander de s'engager à payer à votre place, à rembourser à votre place, si vous ne le faites pas. Bon. On peut trouver que c'est injuste, que les banquiers ne prennent pas assez de risques. Bon, le métier du banquier, c'est de prêter dans des situations où le risque lui semble raisonnable. Voilà, donc je ne rentre pas plus dans ce débat, mais en tous les cas, voilà, c'est deux financements possibles, l'apport et le prêt. Et le prêt, ça peut être une banque, mais ça peut être d'autres personnes qui prêtent. Je détaille ça dans un instant. En tous les cas, le compte courant d'associé, qui est ce dont je suis maintenant en train de vous parler, c'est quoi un compte courant d'associé? Un compte courant d'associé, c'est un prêt. C'est quelque chose qui est très fréquent en pratique. C'est un prêt qui est fait par, précisément, un associé à la société. Ça veut dire qu'une société, la trésorerie qu'elle reçoit des associés, trésorerie, ce n'est pas un terme juridique, c'est un terme économique, la trésorerie qu'elle reçoit des associés, et ça correspond aussi à un poste comptable, la trésorerie qu'elle reçoit des associés, elle la reçoit
soit au titre de l'apport, soit au titre des comptes courants d'associés, c'est-à-dire au titre d'un prêt que font les associés. Pourquoi est-ce que les associés font deux types de financement à la société? Oui. Parce que du coup, si l'associé décide de quitter, par exemple, de vendre ses parts, de faire une cession de parts, il peut aussi peut-être récupérer. Alors, si l'associé veut vendre ses parts, à mon avis, ça change rien. Mais on va un peu trop vite. Avant que l'associé vende ses parts, je suis associé. Pourquoi j'aurais intérêt à diversifier mon financement, mademoiselle? Parce que si par exemple dans une personne veut que chaque associé ait le même droit à l'intérieur de la société, que chaque associé ait les mêmes accords, mais que s'il y en a un qui a plus de patrimoine nécessaire, en tout cas, ça permet de garder les associations entre les deux. Alors, c'est très juste. J'aurais peut-être pas pris sous cet angle-là en premier, mais c'est très juste. Vous dites, des associés veulent financer différemment la société. Il y en a un qui va financer beaucoup plus. Mais c'est vrai que si on dit, on a tous par exemple 10 parts sociales, mais celui qui finance plus, il a aussi 10 parts sociales, mais il donne en plus 100 000 euros de prêt, il prête en plus 100 000 euros. On a tous politiquement les mêmes droits dans la société parce qu'on a tous 10 parts sociales, mais le financement, eh bien, il est apporté par une autre manière, en suivant un autre régime juridique, et finalement, c'est comme s'il avait fait beaucoup d'apports, mais qui ne donnent pas lieu à des parts sociales. Alors on peut trouver que c'est injuste qu'il ait fait beaucoup de financement et qu'ils ne reçoivent finalement que les mêmes parts sociales que les autres, mais ça peut être une volonté des associés de garder tout le monde politiquement sur un pied d'égalité. Moi, je serais parti plutôt du point de vue de l'associé pour commencer. Monsieur ? Pour diversifier les risques. Exactement, pour diversifier les risques. L'apport que j'ai fait, si ça va mal, je sais que j'ai tout perdu. Alors que mon compte courant, si ça va mal, j'ai un droit, alors on a dit un droit théorique à me faire rembourser, mais je ne vais peut-être pas attendre que la société aille très mal pour me rendre compte que je ne récupérerai rien du tout. L'apport, je le récupère soit quand je vends mes parts, soit quand la société disparaît, soit, et si elle disparaît parce qu'elle est mise en liquidation judiciaire, je ne reprends rien du tout, soit je le récupère parce qu'on réduit le capital social, c'est pas le cas qui nous intéresse ici. En tous les cas, je peux avoir deux financements différents et mon prêt, je l'ai fait peut-être avec des garanties et je l'ai fait pour une durée courte. Comme ça, si ça va mal, je sais que je peux récupérer l'argent que j'ai prêté rapidement. Donc, je diversifie mon risque en faisant à la fois de l'apport et du compte courant d'associé. Autre avantage du compte courant d'associé, eh bien, on peut l'augmenter ou le réduire plus simplement. Si je fais des apports, ça veut dire que la société augmente son capital. Si je reprends mes apports, la société réduit son capital. En principe, il faut modifier les statuts pour cela. Ça veut dire que c'est des opérations qui sont des opérations lourdes à faire, alors que prêter ou reprendre l'argent que j'ai prêté, ça se passe sur un plan contractuel, c'est plus simple. Donc, le compte courant d'associé, ça a un autre avantage, c'est que c'est plus souple, c'est plus simple à réaliser. Pour qui c'est moins intéressant le compte courant d'associé? Une société comme Google France, on vient de voir qu'elle a de tout petits apports et on ne le sait pas parce que je n'ai pas sorti le bilan de la société, mais je n'ai sorti que les statuts. Je n'ai pas regardé de combien était le compte courant d'associé. Mais on peut imaginer qu'il y a un compte courant d'associé très important. Qui sont les perdants, entre guillemets, dans cette situation?
tout petits apports, très grands comptes courants. Oui? Pourquoi l'administration fiscale serait perdante? Si après aussi ils jouent avec le prêt, l'endettement de la société, tout ça pour réduire en fait. Alors, il y a une chose, l'administration fiscale, si elle est là pour taxer le bénéfice fait par la société, a priori, pour elle, ça ne change rien. Je veux dire, vous financez la société, vous prenez un risque plus grand avec l'apport qu'avec le compte courant d'associé. A priori, ça ne change rien. Je dis bien a priori, je ne rentre pas dans le détail fiscal, mais pour elle, en tant que telle, ce n'est pas très gênant. Alors, quand la société va... Comment est-ce que la société paye son financement? Comment est-ce qu'elle paye? C'est quoi la contrepartie pour les associés des apports? Elle donne des actions ou des parts et elle distribue, du coup, tout ou partie du bénéfice. Comment est-ce qu'on rémunère un prêt? Oui? Avec un intérêt. Dans le code civil et dans la vie économique, un prêt, c'est rémunéré par un intérêt. Vous pouvez avoir des prêts à taux zéro, mais si vous avez un prêt à taux zéro, c'est une situation exceptionnelle. Un prêt à taux zéro, ça veut dire que vous mettez de l'argent à disposition de quelqu'un sans contrepartie. Vous espérez juste qu'il va vous rembourser. L'intérêt, c'est là pour indemniser le risque que prend le prêteur. Je préfère garder mon argent plutôt que de vous le remettre pour financer une activité risquée. Mais si mon argent, je n'ai pas d'utilité, après tout, ça peut être intéressant de l'utiliser pour financer votre activité à vous. Mais comme je prends un risque en vous le prêtant, je vous demande en contrepartie de me verser un intérêt. Aujourd'hui, tout ça est un peu bousculé par les mécanismes d'intérêt négatif. Mais restons simples. Vous avez donc ce système d'intérêt qui rémunère un prêt. Donc, quand vous prêtez de l'argent à la société, vous n'avez pas besoin d'attendre que la société ait fait un bénéfice pour recevoir quelque chose. Vous allez recevoir un intérêt que la société vous verse. Et cet intérêt, il constitue pour la société une charge déductible. Donc on enlève du bénéfice, c'est là l'aspect fiscal des choses, on enlève du bénéfice de la société, on retire les intérêts qu'elle verse, ça constitue une charge déductible. Bon. Mais c'est pas véritablement ça l'aspect le plus, quand je disais qui sont les perdants, c'est pas à ça que je pensais. Une société qui a reçu de petits apports et dont le financement est fait par des comptes courants d'associés. Est-ce que c'est bon pour la société? Est-ce que ça ne serait pas mieux qu'elle reçoive de très grands apports? Mademoiselle? Pas bon déjà parce que quand vous avez présenté la société Google France en disant qu'il y avait très peu de parts sociales, vous l'avez présenté comme une petite société. Donc déjà rien que pour l'image, en fait, ça fait un peu une chose. Alors effectivement, non mais vous avez raison, l'image de la société, je regarde cette autre société dont j'ai sorti les statuts, la société qui s'appelle Paris Saint-Germain Football, société anonyme sportive professionnelle, au capital de 340 millions d'euros. On se dit, voilà une grande entreprise. L'autre société, elles ont un chiffre d'affaires qui n'est pas PSG, c'est 400 et quelques millions d'euros de chiffre d'affaires. Google France, c'est 300 et quelques millions. Elles ont des tailles comparables, mais Google France, effectivement, a un capital qui est très petit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argent qui lui a été remis et qu'elle est sûre de garder jusqu'à la fin de son existence, sauf hypothèse encore une fois de dissolution anticipée ou de réduction du capital social, qui sont des opérations encadrées, l'argent qu'elle est sûre de garder, ce sont ses capitaux propres
on appelle ça des capitaux propres, cet argent, parce qu'elle n'a pas à le rembourser. Cet argent, il est tout petit s'agissant de Google France, il est beaucoup plus important s'agissant de la société PSG. Donc, du point de vue de l'image, déjà, c'est mieux d'avoir des capitaux propres importants, donc d'avoir des apports importants, mais au-delà de la seule image, vous comprenez que la stabilité est plus garantie si vous avez des apports importants, parce que ça veut dire que vous êtes assis, comme société, sur un financement qu'on ne peut pas vous retirer, qui est un financement important. Si vous êtes une société qui a beaucoup emprunté, le risque c'est qu'on arrête de vous prêter et vous n'aurez plus le financement pour votre activité. Qui sont les autres perdants dans le fait que la société ait reçu de tout petits apports et fonctionne sur du crédit? Oui? Les banques et plus largement les autres créanciers. Parce que ça veut dire que le jour où la société doit payer ses dettes, si je suis banquier prêteur, je préfère passer avant les associés que me retrouver en compétition avec les associés. Si la société a reçu 340 millions d'euros d'apport, l'apport, il n'est remboursé qu'une fois que la société a payé toutes ses dettes. Si on arrête aujourd'hui l'activité de la société PSG, d'abord, on paye tous les créanciers, les prêteurs, donc les banquiers. Ensuite, ce qui reste sert à rembourser l'apport des associés. Donc, c'est mieux d'avoir des apports très importants plutôt que d'avoir de tout petits apports. Si je prends l'exemple de Google France, dont je ne connais pas la situation financière hormis ce que je vous en ai dit, imaginons que le banquier a prêté 100 millions d'euros et que la maison mère, la société Google International, a prêté 200 millions d'euros. Ça veut dire que le jour où on annonce dans la presse, par exemple, qu'elle est en difficulté, le banquier va peut-être se dire « Oh là, moi je demande le remboursement immédiat de ce que j'ai prêté », mais il va découvrir qu'elle n'a plus de trésorerie parce que l'autre prêteur est venu demander avant le remboursement de ce qu'il avait prêté, donc il passe après un remboursement de 200 millions d'euros. Je dis ça, je rassure ceux qui ont des intérêts dans Google, je n'ai absolument... Voilà, c'est vraiment une hypothèse d'école, mais vous comprenez pourquoi c'est plus intéressant pour les tiers, les créanciers de la société, qu'elle ait un capital social important, plutôt qu'elle fonctionne simplement sur du prêt, sur du crédit. On a beaucoup de jurisprudence, parce que il n'y a pas, ou quasiment pas de textes spéciaux sur le compte courant d'associés, c'est juste un prêt que les associés font à la société. Mais comme c'est un prêt fait par des personnes qui sont très intéressées dans l'affaire et qui ont même créé la société, la jurisprudence a eu tout un travail à faire pour définir le régime du compte courant d'associés. La question principale qui a été posée, c'est est-ce que l'associé peut être remboursé quand la société est en difficulté, quand la société, c'est pas en procédure de faillite, c'est quand la société simplement, c'est pas le meilleur moment pour elle pour rembourser. Réponse de la Cour de cassation, c'est un arrêt important du 24 juin 1997, complété par un arrêt du 10 mai 2011. Ces deux arrêts vous donnent la solution suivante, qui est que, par principe, l'associé peut demander à tout moment le remboursement de son compte courant. Donc, chambre commerciale, 24 juin 1997, chambre commerciale, 10 mai 2011,
par principe, l'associé peut demander à tout moment le remboursement de son compte courant d'associé. C'est normal parce que c'est un prêt, dit la Cour de cassation dans les 2 arrêts, c'est un prêt de consommation. Et la caractéristique du prêt de consommation, c'est que si on n'a pas indiqué un terme, un délai pour le remboursement, il n'y a pas de terme et donc le prêt est remboursable à tout moment. C'est clair ça ou pas? Si quelqu'un vous prête de l'argent, vous allez prévoir dans la convention un échéancier de remboursement. Vous lui remboursez tous les mois 500 €, 1000 €, je ne sais pas. En tous les cas, vous convenez de ça avec lui. Si vous vous faites prêter 50 000 € par une personne sans indiquer à quel moment le remboursement va intervenir, eh bien, le prêteur peut vous demander à tout moment le remboursement. Il y a une petite nuance à ça dans le Code civil parce que vous pouvez demander un délai au juge, mais même ce délai, la Cour de cassation dit dans l'arrêt de 2011 que normalement il ne s'applique pas parce que le principe du compte courant c'est d'être remboursable à tout moment. La seule exception à ça, c'est si l'associé qui prête à la société a consenti à un délai. Il peut être écrit dans la convention de prêt ou dans les statuts que quand on prête en compte courant, on s'engage à laisser les sommes pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans peut-être à disposition de la société. Mais ce type de clause, il faut que l'associé qui prête y ait consenti. Ça veut dire que ce type de clause, on ne peut pas l'imposer à l'associé, notamment en modifiant les statuts une fois que les sommes ont été prêtées, si l'associé n'est pas d'accord. Si on fait une société ensemble, je prête 10 000 € à la société. On n'a pas prévu dans les statuts de clause qu'on appelle clause de blocage des comptes courants d'associés. Est-ce que je peux demander tout de suite le remboursement de mes 10 000 €? La réponse doit fuser. Oui, elle fuse timidement, mais elle fuse. La réponse est oui. Moi, je suis le président de la société. Vous voulez demander le remboursement, vous avez tous prêté 10 000 €, vous voulez demander le remboursement des 10 000 €. Je propose à l'Assemblée de mettre dans les statuts une clause qui dit que quand on a prêté 10 000 € à la société, on doit les laisser à disposition de la société pendant au moins 3 ans. Donc, ceux parmi vous, c'est pas une majorité, mais les quelques-uns parmi vous qui ne croient plus au projet et qui voulaient être remboursés de vos 10 000 €, est-ce que je peux refuser de vous faire des chèques de 10 000 € pour vous rembourser? Je ne peux pas, sauf si vous consentez à ce blocage. Ceux qui sont d'accord, très bien, mais je ne peux pas, contre votre volonté de prêteur, décider que je vais mettre un délai de remboursement qui n'était pas dans notre contrat de prêt initial. Ce qui est un peu trompeur, c'est que je suis en train de modifier une clause des statuts de la société pour mettre cette clause. Mais en réalité, quand je modifie nos relations, je modifie laquelle de nos relations? Est-ce que je modifie notre relation d'associé et de société à associé? Non, je modifie quoi? Je modifie le contrat de prêt. C'est comme si l'emprunteur venait dire au prêteur, je devais vous rembourser ce mois-ci,
Je viens de décider que c'est dans 5 ans, désolé cher ami, mais c'est la dure loi de la majorité. Même si on fait voter l'Assemblée, elle peut modifier les relations entre associés, mais elle ne peut pas modifier les relations entre la société emprunteur et l'associé prêteur. Ça, c'est des contrats individuels, en réalité, qui ne peuvent être modifiés qu'avec l'accord de toutes les parties. Simplement, si dans les statuts, on a mis une clause de blocage, que j'ai adhéré à cette clause en devenant associé et que je prête ensuite à la société, là, la clause doit s'appliquer. Mais si on veut l'ajouter en cours de route contre ma volonté, ça ne marche pas. Est-ce que la clause de blocage implique une contrepartie ? Non, la jurisprudence, c'est une question qui est posée, la jurisprudence n'exige pas une contrepartie. La contrepartie, elle peut être que, on pourrait dire, mais c'est vraiment une première, une réponse un peu instinctive, mais on pourrait dire que en acceptant de bloquer tous les comptes courants, le prêteur améliore les chances qu'il soit remboursé, parce que si tout le monde demandait le remboursement aujourd'hui, eh bien la société pourrait rembourser certains, mais elle ferait faillite très vite. Donc on peut dire que sa contrepartie se trouve là. Mais rien ne l'oblige à consentir un blocage des comptes courants d'associés. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que ce n'est pas parce que vous êtes associé que vous êtes tenu de différer votre remboursement. Vous avez vraiment 2 casquettes qui sont la casquette d'associé d'un côté, la casquette de prêteur de l'autre. Et donc on vous applique les 2 régimes en même temps. Pour les sommes que vous avez apportées, vous avez reçu des parts sociales, vous ne pouvez reprendre votre argent qu'à la dissolution de la société. Pour les sommes que vous avez prêtées, vous courez le risque du prêteur, et si vous n'avez pas consenti au blocage, vous pouvez reprendre à tout moment votre argent. Quelqu'un demande quelles sont les garanties pour les créanciers lorsque la société n'est plus solvable. Les garanties, vous les demandez avant que la société ne soit plus solvable. Mais les garanties, ça peut être un cautionnement, par exemple. C'est très fréquent en pratique. On demande aux dirigeants de la société de se porter caution ou de donner une sûreté réelle, par exemple une hypothèque sur son immeuble d'habitation. Ça veut dire que si la société ne rembourse pas, la banque peut faire vendre l'immeuble du dirigeant, la maison du dirigeant, et être payée en priorité sur le prix de vente. Ça, c'est sur la distinction, donc, apport, compte courant d'associés. Je signale encore une autre difficulté qui est très fréquente en pratique. Vous avez, l'un d'entre vous me parlait tout à l'heure, l'une d'entre vous me parlait de l'hypothèse de la cession. Je cède mes parts ou mes actions, alors que j'ai fait inversement, j'ai prêté en compte courant d'associé. Donc, j'ai 10 000 actions de la société et j'ai prêté 100 000 € en compte courant d'associé. La jurisprudence a précisé, mais ça va de soi, que quand je cède à quelqu'un mes actions, je ne lui cède pas automatiquement ma créance de remboursement du compte courant d'associé. J'ai 10 000 actions de la société que j'ai souscrites pour une valeur de 10 000 € par exemple. La société marche très bien, les actions ont pris beaucoup de valeur, elles valent 100 000 €. Leur valeur réelle, c'est devenu 100 000 €. Donc, j'expliquerai un peu mieux plus tard la différence entre valeur nominale et valeur réelle, mais en tous les cas, les actions qui au départ m'ont coûté 10 000 €, aujourd'hui, si on les évalue sur le marché, leur prix c'est 100 000 €. Donc je vous vends mes actions pour 100 000 €.
pendant que j'étais associé, j'avais prêté aussi 100 000 € à la société au titre de mon compte courant d'associé. Ces 100 000 € que j'ai sur la société, si je vous vends mes actions, je ne vous ai pas automatiquement transmis ma qualité de prêteur. J'ai prêté 100 000 € à la société, j'ai un droit de demander le remboursement de mes 100 000 € à la société. Je vous ai vendu mes actions, mais je ne vous ai pas vendu, je ne vous ai pas transmis le droit de demander le remboursement de mon compte courant d'associé. Ça, je l'ai encore. Et des fois, en pratique, il y a des situations un peu tragiques où, eh bien, vous achetez les actions d'une société, mais vous avez oublié de régler la question du compte courant d'associé. Ça veut dire que vous pensez être devenu le maître de la société, sauf qu'elle doit encore plein d'argent au titre du compte courant d'associé qui avait été donc financé, le financement qui avait été fait par l'ancien associé ou l'ancien actionnaire. Donc, il faut penser, quand vous achetez des parts ou des actions, à vérifier qu'il n'y a pas une situation de compte courant. Et s'il y a une situation de compte courant, eh bien, soit on la rembourse, soit on demande à l'associé de renoncer à son compte courant d'associé. Il peut accepter de faire cela, mais voilà, ça fait partie des choses auxquelles il faut penser, parce que ça n'est pas automatique, le transfert ou l'extinction du compte courant d'associé. Il faut toujours se rappeler que c'est deux relations distinctes, l'apport et le compte courant d'associé, et que même si vous avez récupéré les actions qui correspondent à l'apport, vous n'avez pas éteint ou transmis le compte courant d'associé. Est-ce que tout ça est clair ou pas? Bon. Donc, ça, c'était le compte courant d'associé. Toujours sur la notion d'apport, on va parler du capital social. Le capital social, c'est quoi? C'est une notion comptable, aussi une notion juridique, qui est constituée de la somme des apports en numéraire et en nature. Donc le capital social, c'est la somme des apports en numéraire et des apports en nature. On a laissé quoi comme apport dehors? Les apports en industrie, parce que les apports en industrie, je vous rappelle les trois apports. Numéraire, c'est de l'argent, ça peut être saisi par les créanciers. Nature, c'est des biens, brevets, immeubles, véhicules, actions d'autres sociétés, ça peut être saisi par les créanciers. L'industrie, c'est une activité que les créanciers ne peuvent pas saisir. Ça a une valeur, sinon ce n'est pas un apport, mais ce n'est pas quelque chose qui est saisissable par les créanciers. Donc, le capital social, ça correspond à la somme des apports que les créanciers pourraient saisir. Ça veut dire que dans la comptabilité de la société, il y a un poste particulier capital social. Et ce capital social, du point de vue juridique, il y a plusieurs règles qui s'appliquent à lui. Première règle, dans certaines sociétés, le législateur demande un capital social minimum. Alors, dans les sociétés commerciales, la SARL, je vous ai dit tout à l'heure, avant c'était le cas. Aujourd'hui, il n'y a plus de capital social minimum pour la SARL. En fait, il en reste essentiellement pour la société anonyme et la société en commandite par action. On vous dit, pour la société anonyme,
Et là, comment dit, le capital social doit être de 37 000 € au moins. C'est l'article L224-2. Pour les autres sociétés commerciales, pour les sociétés civiles, en règle générale, la loi ne demande pas de capital social minimum. Donc, parfois, on demande un capital social minimum. Après, pour certaines activités, on va soumettre, activité de banque par exemple, on va vous demander en fonction de votre activité d'avoir un capital social d'un certain montant, mais là c'est une exigence pour toute une forme, toute une catégorie, enfin toute une forme sociale en entier, la société anonyme par exemple. Et pourquoi est-ce qu'on a de moins en moins ce système-là? Parce que ça n'a pas vraiment de sens de demander à toute une série de sociétés qui font plein d'activités différentes, de leur demander d'avoir un capital social. 37 000 € pour certaines activités, c'est sans doute beaucoup trop, et pour d'autres activités, c'est sans doute très peu. Voilà, donc vous avez de moins en moins cette exigence-là. Alors, je suis en train de me demander comment vous présenter la chose sur... Si on fait juste un instant une parenthèse économique. Commencer une activité, on est d'accord que, suivant le type d'activité, vous avez besoin d'un financement qui est plus ou moins important. Si on veut commencer une activité, je ne sais pas moi, de publicité sur Internet, est-ce qu'on a besoin d'un gros financement? Non, sans doute que non. Si on veut commencer une activité, je ne sais pas moi, de transport, en revanche, transport par camion et container transportés sur des navires, on peut penser qu'on a besoin de plus de financement. Est-ce que ça veut dire qu'on a besoin, et je fais le lien avec ce qu'on évoquait tout à l'heure pour Google France, est-ce qu'on a besoin de beaucoup d'apports ou pas? Beaucoup d'apports en nature, parce que vous imaginez qu'on apporte des camions et des containers, mais en réalité, vous savez qu'on est dans une société où on est de moins en moins propriétaire et de plus en plus locataire, donc on n'est pas obligé d'être propriétaire des navires, des camions, etc. On a des contrats par lesquels, quand on a besoin d'un camion, on nous prête le camion pour la durée pour laquelle on en a besoin. Mais est-ce qu'on a besoin d'avoir des apports? Et je vous renvoie au précédent de Google France, qu'on évoquait tout à l'heure. Est-ce qu'ils ont beaucoup d'apports, eux? Alors, on a dit activité d'Internet, peut-être pas besoin de beaucoup de financement, mais quand même, on se doute bien qu'ils ont des structures assez lourdes, oui? Pardon? On peut, si on n'a pas des apports, on aura des prêts. Donc le financement n'est pas nécessairement fait sous forme d'apport. Et encore une fois, l'exemple de Google France qu'on évoquait tout à l'heure, 7 500 € d'apport pour 300 et quelques millions de chiffre d'affaires, a priori, eux répondent à notre question. Mais vous comprenez qu'une société, si elle n'a pas beaucoup d'apports, et si personne ne veut lui prêter parce qu'on considère qu'elle n'est pas suffisamment solvable ou qu'elle ne présente pas de garantie suffisante, vous comprenez qu'une société qui est dans cette situation, elle va assez vite péricliter et, pour parler poliment, se casser la figure. Est-ce que ça peut être, à votre avis, une faute de se lancer dans une activité sans avoir assuré le financement de cette activité? Est-ce que, vous qui avez étudié la responsabilité civile, est-ce que vous pensez que c'est une faute au regard de l'article, maintenant c'est 1240 du Code civil, est-ce que c'est une faute au regard de cette disposition que de se lancer dans une activité et que la société, quelques mois plus tard, doivent déclarer sa liquidation judiciaire? Oui?
instinctivement, vous avez envie, et vous le dites d'ailleurs, de dire en soi non, et je prends vos propos, c'est un risque qui devait arriver ou qui pouvait arriver. Et on a envie de dire, après tout, toute entreprise, c'est une activité risquée. Le mot même entreprise, entreprendre, ça implique quelque chose qu'on n'est pas sûr de pouvoir réaliser. Oui ? Ça dépend de la société qu'on crée. Pour savoir si par exemple on est en faillite rapidement, ils peuvent attaquer les associés ou les partenaires, ou bien juste le patrimoine de la société. Ben, moi, si je suis banquier ou si je suis salarié, je vais peut-être être très déçu si je ne suis pas remboursé du prêt ou si on ne me paye plus mon salaire, et j'ai peut-être envie, dans ce cas-là, de rechercher la responsabilité de quelqu'un. Si c'est le patrimoine de la société que je vise, ben, si elle n'a plus de quoi payer personne, je ne peux rien faire. Mais oui. Mais si le comportement du dirigeant de la société est fautif, Alors, si le comportement du dirigeant de la société est fautif, c'est un peu, enfin, ça c'est autre chose. C'est le dirigeant qui a fait n'importe quoi, qui a piqué dans la caisse, qui a, lui, effectivement, il y a des règles particulières de responsabilité. Mais ma question c'est, est-ce qu'on pourrait demander aux associés qui signent les statuts d'une société sous-financée, sous-capitalisée, est-ce qu'on peut engager leur responsabilité ? Alors, vous dites, enfin, je reprends et j'élargis un peu votre propos, mais on a un texte sur la faute qui est très large, donc toute faute engage la responsabilité. Maintenant, est-ce que le risque n'est pas inclus dans la constitution d'une société au point que ça écarte l'idée de faute? Après tout, toute société qui disparaît, bah, tant pis, quoi, y avait un risque, le risque s'est réalisé. En réalité, la réponse, elle est un peu au milieu, c'est-à-dire que on a quelques arrêts en 2015 et 2016 qui viennent répondre à cette question. Généralement, on a plutôt été chercher la responsabilité des dirigeants que des associés. Et la réponse de la Cour de cassation, c'est de dire avant tout que ça n'est pas une faute du dirigeant. Constituer une société sous-capitalisée, ce n'est pas une faute du dirigeant. Sous-entendu, c'est par contre une faute, s'il y a faute, des associés. Mais, si le dirigeant, en cours de vie sociale, et s'il constate des difficultés, ne demande pas, donc le principe c'est constituer une société sous-capitalisée, ça n'est pas une faute du dirigeant. La Cour de cassation a dit ça, elle l'a dit dans un arrêt du 10 mars 2015, Chambre commerciale 10 mars 2015. Tous les mots sont importants. Constituer une société sous-capitalisée n'est pas une faute du dirigeant, mais ça pourrait être une faute des associés. Et ça, on le comprend par un autre arrêt du 12 mai 2015. Elle a rendu, je vous dis, des arrêts assez rapprochés. Et ça, c'est la Constitution. Quand on crée une société et qu'on ne met pas suffisamment d'accord, ce n'est pas une faute du dirigeant, ça peut être une faute des associés. Maintenant, en cours de vie sociale, si le dirigeant voit que la société n'est pas suffisamment capitalisée et ne demande pas aux associés de faire de nouveaux apports, là, il peut engager sa responsabilité. Et ça, c'est un arrêt du 12 juillet 2016. Donc, il y a 3 arrêts. « 12 mai 2015, 10 mars 2015, 12 juillet 2016, qui viennent encadrer cette notion de faute pour sous-capitalisation. L'idée, donc, en synthèse, constituer une société sous-capitalisée, donc il n'y a pas assez d'apports, ça peut être une faute des associés,
ça n'est pas une faute du dirigeant. Mais en revanche, en cours de vie sociale, si le dirigeant qui voit que la société n'est pas assez financée ne demande pas d'apport supplémentaire aux dirigeants, là, ça peut constituer une faute à sa charge. Il y a des questions auxquelles le droit ne donne pas de réponse tranchée aujourd'hui, mais des questions économiquement et politiquement très importantes. Est-ce qu'un actionnaire ou un associé a le devoir de soutenir la société qu'il a créée ou à laquelle il participe? Je répète la question, est-ce qu'un actionnaire ou un associé, plus généralement, a le devoir de soutenir, en faisant de nouveaux apports, la société qu'il a créée ou à laquelle il participe? Oui. Vous invoquez l'arrêt du 24 juin, je le dis fort parce que vous n'avez pas de micro, mais l'arrêt du 24 juin 1997 qui dit que l'associé peut à tout moment demander le remboursement de son compte courant d'associé. C'est un élément de réponse. Vous n'avez pas le devoir de laisser dans les caisses de la société les sommes que vous lui avez prêtées. Mais qu'est-ce qu'on pourrait vous opposer? Imaginons que nous, on est les avocats des salariés ou d'un syndicat et on veut que vous refinanciez, vous êtes l'actionnaire majoritaire, il y a des dizaines de salariés, vous nous dites les affaires vont très mal, je vais prononcer la dissolution de la société. Et nous, on dit, ah non, on n'est pas d'accord, vous devez financer, vous devez donner à la société une deuxième chance. Vous avez déjà mis 10 millions d'euros dans la société, vous êtes un fonds, hein, vous n'êtes pas vous toute seule, mais vous représentez un fonds d'investissement, vous êtes notre actionnaire, eh bien, on veut que vous mettiez encore 10 millions d'euros dans la société. Alors vous vous dites, non, arrêt, gamme, je peux demander à tout moment le remboursement. Que nous dit l'avocate ici de la CGT? Voilà. L'arrêt dont vous nous parlez, vous êtes bien gentil, mais c'est un arrêt qui concerne le prêt. Et donc, là, on vous parle de faire de nouveaux accords. Pour utiliser des termes qu'on entend parfois, mais qui sont un peu excessifs, on vous demande de faire votre devoir d'actionnaire. Est-ce qu'on a un devoir d'actionnaire? Est-ce qu'on est obligé de continuer à financer une société qui ne va pas très bien? Oui. Alors, bonne réponse, oui, je vous l'aurais dit avant si ça existait, mais est-ce que vous pouvez essayer quand même de trouver, à part l'absence dans mes développements d'affirmation du devoir d'actionnaire, qu'est-ce qui peut justifier qu'on puisse dire « j'arrête de mettre des apports dans la société ». Mécanisme que vous connaissez déjà du droit des contrats. Pour le moment, on va prendre cet argument-là, oui. C'est une obligation de bonne foi. Alors, ce n'est pas l'obligation de bonne foi. Voilà, la liberté contractuelle, c'est la liberté de ne pas conclure un contrat d'associé supplémentaire. C'est un peu approximatif, mais ça peut... voilà. Je ne suis pas obligé de souscrire de nouvelles actions de la société. Donc je ne suis pas obligé d'augmenter le capital pour mettre encore de l'argent dans la société. Et puis on pourrait dire aussi que c'est l'intangibilité des contrats. Quand on fait un contrat, on ne le modifie que si tout le monde est d'accord. C'est, je ne sais plus, c'est 1102 ou 1103 maintenant du Code civil. Ça ne doit même pas être ça, ça doit être, ils l'ont mis beaucoup plus loin. Enfin, en tous les cas, c'est la règle d'intangibilité des contrats. Si j'ai fait 10 millions d'euros d'apport, j'ai consenti à faire un apport pour 10 millions d'euros. Si on veut que je fasse un apport pour 20 millions d'euros, si je ne suis pas d'accord, on ne peut pas mi-contrat. Donc, pour le moment, notre réponse, et elle va nous rester pendant un bout de temps parce que c'est vraiment très exceptionnel qu'on puisse imposer à un associé de faire un apport supplémentaire, on n'a pas le devoir
d'augmenter ses apports ou l'obligation d'augmenter ses apports. Donc là, on est sur le capital social. On a parlé de la notion de capital social, du fait que la loi impose parfois un minimum. On a une série de règles encore qui visent à assurer, dans certaines sociétés, que le capital social correspond à une réalité matérielle, à une réalité économique. Le capital social, c'est la somme des apports en nature et des apports en numéraire. Pour s'assurer que le capital social correspond à des biens qui existent et que les créanciers pourraient éventuellement saisir, on vérifie la valeur des apports en nature. J'en parle dans quelques minutes. On vérifie la valeur des apports en nature avec des procédures d'évaluation particulières. Si j'apporte un vieux camion en disant que sa valeur est d'1 million d'euros, si les créanciers saisissent le vieux camion et le font vendre et en tirent 1000 euros, la société se sera peut-être présentée pendant des mois ou des années avec un capital qui affichait combien ? Capital social qui était la somme des apports qui affichait au moins 1 million d'euros. Ça veut dire que pendant longtemps, on aura pensé que c'était une société très solvable, alors qu'en réalité, elle ne l'est pas du tout. Donc on a des procédures d'évaluation. J'en parle dans un instant pour s'assurer de la consistance des apports en nature. Et puis, on a d'autres règles qui visent à assurer que la société ne distribue pas aux associés des sommes qui correspondent aux apports. La société a un capital social on va s'assurer, je réexpliquerai cela mieux un peu plus loin dans le cours, qu'elle ne distribue pas son actif, donc les biens qu'elle a dans son patrimoine, d'une manière qui va faire baisser ses capitaux propres en dessous du montant de son capital social. Les associés ne peuvent pas prendre à la société des biens qui font que, en réalité, ils reprennent les apports qu'ils ont faits. Je m'arrête là sur le capital social. Grand B, donc on a parlé grand A, la notion d'apport. Grand B, la typologie des apports. La typologie des apports, il y a 3 types d'apports, on l'a dit. Il y en a un qui est très simple et on ne va faire quasiment que le mentionner. C'est l'apport en numéraire. Donc c'est l'apport d'une somme d'argent. Cet apport d'une somme d'argent, la seule particularité, la seule difficulté qu'il y a, c'est éventuellement distinguer l'apport en numéraire du compte courant d'associé. Mais on fait facilement la distinction puisque quand vous faites un apport en numéraire, vous recevez des actions, alors que quand vous faites un compte courant d'associé, vous ne recevez pas d'actions ou de parts, vous avez juste le droit d'être remboursé. Si je prends toujours dans les statuts des sociétés que je vous avais mis à disposition, les statuts de la société Paris Saint-Germain Football, vous avez article 6 de cette société
Le capital social est fixé à la somme de 340 millions d'euros. Il est divisé en 100 millions d'actions d'une valeur nominale de 3,40 € chacune. Très bien. Et on nous dit un peu plus loin, article 8, les actions de numéraire sont libérées dans les conditions prévues par l'article L225-3 du Code de commerce. Bon, c'est rassurant, on me renvoie à un texte de loi, et on nous dit, dans l'article L225-3, les actions de numéraire sont libérées lors de la souscription de la moitié au moins de leur valeur nominale. On en avait parlé l'autre fois déjà. Ça veut dire que si vous devenez actionnaire du PSG pour 1 million d'euros, par exemple, ça vous arrive régulièrement, j'imagine, eh bien, vous devez mettre sur la table tout de suite 500 000 €, et les 500 000 € restants, on peut vous les demander, nous dit l'article L225-3, dans un délai de 5 ans. Il y a une précision qui est intéressante, on nous dit le souscripteur peut libérer ses actions par anticipation sans pouvoir prétendre à aucune rémunération quelconque. Ce n'est pas une clause très fréquente, c'est intéressant. Vous avez souscrit pour 1 million d'euros d'actions de cette société. On vous dit, donnez tout de suite, payez tout de suite la moitié de l'apport que vous faites. Donc faites tout de suite un chèque de 500 000 €. Et vous renvoyez un chèque d'1 million d'euros. Vous payez par avance, puisque il n'était pas indiqué que on vous demandait tout de suite de tout payer. Vous aviez 5 ans. La société pouvait vous demander dans les 5 ans de payer l'intégralité de votre apport. Si vous voulez payer tout de suite, si vous voulez exécuter immédiatement l'intégralité de votre obligation, vous pouvez. Mais les statuts vous disent que vous ne pouvez rien demander en contrepartie. Oui ? Juste, il y a un de nos associés qui met directement tous ses accords, les autres non, et il y a un problème au niveau financier, ils doivent tous perdre leur rapport. Est-ce qu'on perd tout ce qu'on a donné ou aussi ce qu'on devait donner? Absolument. Les associés qui ont réalisé immédiatement l'intégralité de leur apport, si la société fait faillite, alors si elle est en liquidation judiciaire, ils ont tout perdu, mais je vous rassure, ceux qui devaient encore verser à la société une partie de leur apport, le fait qu'elle soit mise en liquidation judiciaire, ça rend immédiatement exigible l'apport qu'ils devaient encore faire, et donc eux aussi vont tout perdre, et donc on sera tous unis dans la défaite, ou du moins dans les larmes du fait d'avoir tout perdu dans la faillite de la société. Donc, apport en numéraire, premier type d'apport. Deuxième type d'apport, plus rare, mais qui existe, l'apport en nature, c'est-à-dire l'apport d'un bien particulier. Ça peut être quoi? Ça peut être un fonds de commerce, donc une entreprise. Ça peut être un immeuble, ça peut être un véhicule ou une flotte de véhicules. Ça peut être des créances sur d'autres personnes. Ça peut être encore des actions d'une autre société. Sur les apports en nature, qu'est-ce qu'il faut savoir? Petite série d'observations. Première observation, l'apport en nature, on vous dit, c'est l'article 1843-3 du Code civil. On vous dit, lorsque l'apport est en propriété, l'apporteur est garant envers la société comme un vendeur, en 1843-3, lorsque l'apport est en propriété, l'apporteur est garant envers la société comme un vendeur envers son acheteur. Donc, l'apport en nature ressemble à une vente quand c'est un apport
en propriété. Parce que ce que le texte vous dit incidemment, c'est qu'il y a deux types d'apports en nature. Le plus fréquent, on transfère la propriété d'un bien. J'avais un camion, je transfère la propriété du camion à la société. Et l'autre forme d'apport en nature, c'est l'apport en nature en jouissance. Donc on transfère la jouissance du bien, on reste propriétaire, mais on prend l'engagement de permettre à la société d'utiliser le bien. Et 1843-3 vous dit, lorsqu'il est en jouissance, l'apporteur est garant envers la société, comme un bailleur envers son preneur. Ça veut dire que vous êtes comme quelqu'un qui loue un bien à la société, vous avez les mêmes garanties, les mêmes obligations envers la société. Mais c'est un apport qui est beaucoup moins fréquent. La différence, c'est que quand vous faites un apport en jouissance, vous restez propriétaire du bien. Quelqu'un pose une question qui est comment on récupère son apport. Si on a apporté le bien en pleine propriété à la société, c'est pas dit qu'on puisse le récupérer. La société a reçu le camion en propriété, elle l'a utilisé, le camion a eu 3 accidents, la société l'a vendu. Bon. La société s'arrête, elle est dissoute, je viens voir si je peux récupérer mon camion. Imaginons qu'il y ait assez d'argent pour rembourser les apports. En réalité, on ne va pas me rembourser en nature, on va me rembourser l'équivalent. La société, j'avais souscrit par exemple 1000 parts à 10 € parce que mon camion avait une valeur de 10 000 €. Ben, je ne reprends pas mon camion, je reprends l'équivalent, donc on me rembourse 10 000 €. Mais je ne reprends pas mon bien en nature. Si maintenant c'était un apport en jouissance, est-ce que la société a pu vendre mon camion? Ben non, parce que c'était moi le propriétaire. Je m'étais engagé à lui permettre d'utiliser mon camion pendant la durée de vie de la société. Mais une fois que la société s'arrête, eh bien, je n'ai jamais perdu la propriété de mon camion. Je reprends la propriété, je ne l'ai pas perdue, mais je reprends le droit d'utiliser librement mon camion. Donc je peux le louer à quelqu'un d'autre ou je peux l'utiliser pour moi. Donc, sur l'apport en nature, il y a cette distinction à connaître. Deuxième observation, je vous ai parlé de mécanismes d'évaluation. Dans les SARL et dans les sociétés par action, une question compliquée sur le remboursement des apports, je n'y réponds pas maintenant. Non pas parce qu'elle est compliquée, mais parce que je voudrais terminer ça aujourd'hui. Donc, dans les SARL et les sociétés par action, qui sont les sociétés à responsabilité limitée, pour faire simple. On a parlé des sociétés de capitaux, on a dit que souvent c'était les sociétés dans lesquelles la responsabilité des associés était limitée. On peut perdre son apport, mais les associés ne sont pas automatiquement garants des dettes de la société. Eh bien, dans ces sociétés, cette responsabilité limitée, elle a une contrepartie, c'est qu'on va regarder que les apports qui sont faits correspondent à des biens qui existent et qui ont une valeur qui est au moins celle qui est indiquée dans les statuts et du coup dans le capital social. Je reprends l'exemple de tout à l'heure. Je veux apporter un camion à la société. Sa valeur réelle est de 50 000 €. Si je déclare, et si les autres associés sont d'accord pour dire que le camion vaut 300 000 €, en réalité, je suis en train de léser qui? Je suis en train de léser déjà les tiers,
parce que le capital social indiquera, je ne sais pas combien elle a reçu par ailleurs, mais on mettra dans le capital social les 300 000 € que nous acceptons d'attribuer comme valeur au camion. Donc déjà, elle a un capital social qui est beaucoup plus élevé que la réalité. Premier problème. Autre problème, si on dit que j'apporte pour 300 000 €, on va m'attribuer un nombre d'actions ou de parts de la société pour 300 000 €. Donc on va me donner 6 fois plus d'actions que ce que je devrais avoir en réalité. Ça veut dire que j'aurai 6 fois plus de droits de vote, puisque les parts ou les actions ont des droits de vote. Dans les assemblées, j'aurai 6 fois plus de pouvoir que je ne devrais en avoir en réalité. Donc, là aussi, c'est pas juste pour mes autres associés. Pour éviter cela, c'est surtout les tiers qu'on veut protéger, parce que le jour où ils saisissent le camion, ils pensaient pouvoir le vendre pour 300 000 €, éventuellement un peu réduit du fait de l'usure, et ils vont découvrir qu'en fait, il vaut beaucoup, beaucoup moins. Pour éviter ça, dans les SARL et dans les sociétés par action, on a un mécanisme qui est l'intervention de ce que l'on appelle un commissaire aux apports. Donc, c'est l'intervention, en principe obligatoire, d'un commissaire aux apports Je dis en principe parce qu'il y a des cas dans lesquels on peut s'en dispenser. C'est un professionnel spécialiste de l'évaluation. Ça va être quelqu'un qui est un commissaire aux comptes, qui est un expert évaluateur, qui est indépendant par rapport à la société et qui va vérifier que le bien a une valeur qui est au moins égale à la valeur pour laquelle on l'apporte. On reprend demain sur cette question de l'évaluation des apports en nature, mais retenez que dans ces sociétés-là, SARL et sociétés par action, à la différence des sociétés de personnes dans lesquelles la vraie garantie, c'est le patrimoine des associés, dans ces sociétés-là, on vérifie la consistance des apports en nature avec une évaluation faite par un professionnel indépendant. On reprend demain. Merci, chers amis. Merci aussi.